Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 46 de Vivant, Vers la lumière, dialogue sur le deuil, avec Laurence Pic. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Ici Teddy Broadley de tranquillité.fr, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Vivant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant. Aujourd'hui mon invité est Laurence Pic, thérapeute et accompagnante du deuil, et nous allons parler ensemble de ce que signifie vraiment vivre un deuil. Dans cet échange profondément humain, vous n'entendrez aucun pathos, aucun jugement, et il vous est dédié que vous ayez vécu un deuil récemment ou il y a quelques années. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Laurence Pic. Bonjour Laurence, bienvenue dans Vivant. Je suis très contente de t'accueillir ce matin. Comment tu vas déjà ? Je vais bien, Teddy. Merci de m'inviter sur Vivant, puisque nous sommes vivants. Bah écoute, je me suis dit qu'on n'allait pas attendre, donc autant le faire, non mais avec grand plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Laurence, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots ? Par où commencer ? Par la personne que je suis, passionnée. Je suis quelqu'un de passionné. Je suis quelqu'un de particulièrement engagé aussi dans mes activités. Qu'est-ce que je fais de manière un petit peu plus sérieuse ? J'essaye déjà de ne pas me prendre au sérieux dans mon métier. Je suis psychothérapeute et je suis spécialisée dans tout ce qui est transition de vie. Transition de vie, choc de vie, rupture, fin de vie, deuil, rupture, tout ce qui est perte d'emploi, tout ce qui est rupture amoureuse, enfin voilà, ce genre de choses, tu vois, où ça brasse pas mal, où on est en perte de repères, où on sait plus trop où on va, où on redistribue les cartes par rapport au sens de notre vie, quoi. Voilà. Au plus loin que tu t'en souviennes, ça a commencé quand ? Qu'est-ce qui fait que tu fais ça aujourd'hui ? Et puis après, si on déroule la bobine, qu'est-ce qui se passe ? Oh bah il se passe plein de choses parce que sinon la vie est un petit peu fade. Donc contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, j'ai fait donc ce parcours à l'université et puis ensuite je me voyais pas du tout accompagner les personnes de manière professionnelle dans leur souffrance quotidienne. Je me sentais beaucoup trop jeune, donc j'avais fait un parcours de 5 ans quand même. Mais voilà, pour moi pas assez mûr, pas assez ancré, pas assez en phase avec le quotidien de chacun. Donc tout simplement, je me suis dit je vais bosser, je vais savoir, je vais apprendre. Voilà. Donc j'ai commencé à faire 1001 boulots, des boulots alimentaires bien évidemment, où là j'ai pu sentir ce que c'était que de payer des factures, que d'aller faire des courses, que de tirer les fins de mois, que de remplir un frigo, enfin voilà. Et puis le quotidien, j'allais dire, de monsieur et madame tout le monde, avec des soucis perso ou pas, et j'ai beaucoup appris. Et sauf que je me suis un petit peu noyée dans un petit peu trop appris, et finalement mon corps à un moment donné m'a rattrapée, et m'a dit mais stop, on arrête tout là. Où est-ce que tu en es de tes premiers amours avec la psychologie, l'accompagnement de l'être humain? Qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu te perds là, tu te perds dans ce que tu pensais être un chemin initial. Ça a été une grosse remise en question et puis moi j'ai pour prétention de dire parfois que je deal avec l'univers. Donc j'ai passé un petit pacte avec l'univers. J'ai dit écoute, OK, je démissionne, mais il va falloir que ça suive derrière. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup d'aide par ailleurs. Donc forcément, dans les 3 jours qui ont suivi cette démission, on me disait tiens, voilà, à tel endroit il y a un couple de personnes qui auraient besoin d'un coup de main. Et ensuite ce qui s'est passé, c'est que dans les quelques semaines qui ont suivi cet entretien avec ce couple, le monsieur est décédé.
ce qui n'était pas prévu au programme du tout. Et là, j'ai compris que l'accompagnement prenait le pas et je suis allée y voir aussi parce que moi-même, j'avais vécu aussi un deuil un petit peu impactant, qui avait vraiment été difficile pour moi de dépasser. Donc je me suis dit: «Bon allez, je vais aller voir ce que c'est que l'accompagnement de fin de vie et de deuil». Enfin, petit à petit, de fil en aiguille, je me suis installée en tant que professionnelle et puis voilà, la grande aventure a commencé. C'est quoi pour toi l'accompagnement du deuil? Qu'est-ce que tu as appréhendé sur cette première fois avec cette dame? Cette dame était en grande souffrance. Je me suis rendu compte, alors évidemment, elle avait un discours, j'allais dire très banal, on pourrait dire très banal. J'ai perdu mon mari, on avait une vie merveilleuse, 40 ans de vie ensemble, d'un amour passionné, heu et là, le vide, le manque, l'absence. Et du coup, on fait quoi? On les écoute et surtout, on accompagne les émotions qui les traversent. Parce que ces personnes vont se sentir d'une vulnérabilité extrême, avec une sensibilité extrême. Elles vont passer par des phases de colère, d'injustice, d'incompréhension, de chagrin, de tristesse, bien évidemment. Et elles vont passer par toutes les phases, j'allais dire, de l'arc-en-ciel, Mmh. de manière complètement irrationnelle. Parfois, elles vont plus se reconnaître, elles vont se sentir complètement dépassées par ces mouvements intérieurs, ces états émotionnels qui les traversent. Et la meilleure chose à faire, c'est d'une part de les écouter et surtout de leur dire qu'elles ne sont pas folles, que certes, elles ne se reconnaissent pas, qu'elles pensaient pas qu'elles pouvaient aller si loin dans une forme d'abîme, et d'introspection, voilà. Mais en même temps, de leur dire: «Vous inquiétez pas, tout ce que vous traversez est normal surtout, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère. Toutes les phases par lesquelles vous passez sont difficiles, mais elles sont salutaires et autorisez-vous à les vivre et à les traverser». Je m'arrête sur le mot salutaire. Bon, je suis vraiment convaincu pour ma part, même si quand ça nous traverse, nous personnellement, c'est jamais évident, mais que toute phase de rupture ou de changement ou ci ou ça a forcément quelque chose à nous apprendre et forcément nous fait progresser et nous amène vers du mieux, d'une certaine façon. Comment on fait quand même? Parce que tu vois, il faut que les gens puissent l'entendre quelque part. Entendre que c'est normal. Euh, mais l'entendre vraiment. Pas juste botter en touche. Ah oui, c'est normal, merci, ça me fait du bien. C'est ça, pas facile à dire. Bon, t'en conviendras de toute façon, hein, Laurence, mais ouais, facile à dire. Il y a quelque chose comment dire, qu'un thérapeute ferait différemment qu'une personne lambda dans le ah, mais t'inquiète pas, ça va aller. Bon, Oui, mais en fait, moi, je fais aussi déjà la distinction entre, écouter et entendre. Parce que je t'entends, je te comprends, enfin, je pense qu'il faut arrêter avec cette terminologie, hein. On mhm, n'entend pas et on comprend pas la personne où elle est, où elle en est. mhm, C'est pas possible. On peut se rapprocher beaucoup de son monde intérieur, ça c'est clair. On peut avoir des similitudes et des similarités euh, de ressenti de vie et de souffrance. mhm, Mais de là à dire je ressens parfaitement ce que tu vis, c'est pas vrai. mhm, Ça, c'est un leurre. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est au-delà d'entendre, c'est d'écouter, écouter la personne. Alors, j'ai rien inventé, hein, c'est Carl Rogers qui disait écouter la personne, l'accompagnement centré sur la personne. Mais cette qualité de présence, quand on est déjà très présent avec la personne, quand il n'y a plus qu'elle qui existe dans l'instant où tu l'écoutes, mhm, déjà cette qualité d'être va générer chez toi déjà une forme de tranquillité, une forme d'assise, une forme d'alignement personnel qui va faire que tu vas ouvrir pour la personne une dimension d'authenticité et de sincérité. Et la personne, du coup, va sentir à quel point tu es honnête et à quel point elle peut se confier à toi. Et parce que c'est que de la confidence. Là, on est dans les arcanes de l'intime, hein. mhm. C'est très difficile pour certains d'évoquer excusez-moi, je pleure. Bah, vous n'avez pas à vous excuser, vous êtes endeuillé, tu vois. Mhm. De remettre vraiment les choses à leur place. Autorisez-vous ça. C'est salutaire et c'est surtout légitime de s'autoriser
à vivre ces moments d'émotion qui sont confrontantes, mais encore une fois qui sont salutaires. Et c'est vraiment cette qualité d'être et cette qualité de présence qui va permettre à l'autre de se sentir légitime dans ce qu'il traverse. Et l'accompagnement, évidemment, sera sans jugement, avec une grande pudeur. Et on accompagne les mouvements de la personne, quel que soit, quoi qu'elle nous dise et quoi qu'elle nous confie, quoi qu'elle nous partage. Comment tu fais pour te protéger? Quand on dit se protéger, c'est mettre des filtres, des machins. Non, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Il s'agit simplement, alors simplement, ça demande peut-être du temps, mais d'avoir suffisamment bossé sur soi aussi pour discerner, d'une part, quand ça résonne sur nos histoires personnelles ou simplement sur notre sensibilité propre, hein, qui peut être similaire à l'autre, ne pas se laisser impacter. On peut être touché, mais ne pas se laisser impacter par la souffrance de l'autre. Et là, ça demande effectivement d'avoir été un petit peu chercher à l'intérieur de soi nos petites vulnérabilités, nos fragilités intérieures, et puis ensuite des moments de supervision, des moments de recadrage personnel, où on se dit ouf, là, Ouf. oui. Mais on n'a pas à se protéger de l'humanité. Enfin, pour moi, c'est rentrer en contact, en humanité, en solidarité, en fraternité avec l'autre. Et Mmh. on n'a pas à se protéger, pour moi, sur ce plan-là. Il n'y a pas de protection à avoir. Nous ne sommes que des êtres humains, quoi, clairement. Mmh. Donc après, ce sont, alors on va dire des techniques. J'aime pas le mot technique. C'est pas une technique, c'est simplement un discernement, une conscience de ce qui nous traverse, et de faire la distinction entre c'est son histoire, ce n'est pas mon histoire. Voilà. Et cette conscience-là, elle est à la base de cette qualité de présence et cette qualité d'être. Est-ce que tu donnes des conseils? Je peux pas dire que je donne des conseils, c'est plus du réconfort, c'est plus, encore une fois, de la validation, et de la légitimité dans laquelle, la personne se trouve et dans laquelle elle se trouve complètement décalée par rapport à une société qui veut aller vite, qui veut être performante, qui veut être, voilà. Simplement lui dire: «Respectez-vous, respectez votre rythme déjà, Mmh. votre rythme dans la souffrance. Vous avez besoin de solitude, prenez-la. Enfin, vous avez besoin de bouger, allez-y. Vous avez besoin de rencontrer telle personne, faites-le. Vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Respectez-vous». Oui, à partir de quel moment une personne est amenée à consulter un thérapeute ou peut se dire: «Ah, là, ça peut m'être utile»? Comme tu le disais, il n'y a pas de règle. En fait, c'est propre à chacun. C'est propre à la capacité de la personne à assumer ou pas la souffrance dans laquelle elle est. Quand ça devient difficile, quand on est dans la rumination, quand on est vraiment, on a l'impression de pas s'en sortir, quand on est dans une souffrance extrême ou qu'on sent qu'on tourne en rond et qu'il n'y a pas de solution. Mais voilà, ça doit pouvoir alerter en disant: «Bon, j'ai peut-être besoin de partager», parce que on sait que de partager la souffrance, c'est aidant déjà. Après, on peut la partager à des amis, mais les amis vont pas être forcément ouverts ou réceptifs ou avoir la même attitude. On parle souvent des phases de deuil. Bon, un avis là-dessus, madame Laurence? Tu me fais rire. Ne pas confondre les étapes du deuil telles que les a modélisées Elisabeth Kubler-Ross, qui s'intéresse principalement à des personnes qui sont en fin de vie, et la personne endeuillée qui, elle, vient de perdre un proche. Ce sont deux modèles différents. On parle évidemment des mêmes émotions, mais pour autant, il ne s'agit pas d'accompagner les mêmes personnes. C'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a eu parfois des confusions. On a dit, bah voilà, les étapes du deuil, c'est comme ci, c'est comme ça. Même pour des endeuillés liés à effectivement le décès d'un proche. Mais il y a vraiment de grosses, j'allais dire des subtilités, mais de grosses subtilités entre les deux, et on ne s'adresse pas du tout aux mêmes personnes. Donc le point de vigilance, il est là. J'ai j'ai ouï dire, et je ne sais pas si on peut en faire une généralité, que les enfants vivant un deuil avaient tendance à reporter leur deuil sur les parents, mais sous forme d'une protection, comme si eux assumaient. C'est tout à fait vrai.
de manière inconsciente ou pas d'ailleurs. Souvent, ça se fait de manière inconsciente. Ils sentent que le parent est endeuillé et pour ne pas en rajouter à la souffrance, ils peuvent d'un seul coup devenir les meilleurs élèves du monde, ne jamais tomber malade, être très aidants, Mhm. parce qu'ils sentent, alors d'une part que les parents sont affligés ou que voilà, il y a ça effectivement et aussi, d'où justement parfois l'enfant est tellement, branché sur l'inconscient des parents que même s'ils font semblant, ces parents, en disant, «T'inquiète, tout va bien» et cetera, ils sentent qu'une part d'eux-mêmes n'est plus là. Ils sentent Mhm. qu'une part d'eux-mêmes ne peut plus s'occuper de lui, comme auparavant et par conséquent, là, il peut ressentir de la solitude. Alors c'est ambivalent, hein, évidemment, il y a de l'ambivalence toujours et l'être humain est ambivalent entre, je vais protéger et en même temps je peux pas parce que je me sens seule et je leur en veux et en même temps ils peuvent rien pour moi et je me sens seule et donc voilà, il peut y avoir des aspects très ambivalents aussi dans ce que peut ressentir l'enfant ou l'adolescent, lors de ce type de circonstances. Et le parent là-dedans, il fait quoi du coup avec ça? Il en parle. Le plus important, c'est la communication, même si on est parfois, très maladroit, parce que quand on souffre, on peut être maladroit dans l'expression de nos émotions, de mettre de la communication, des mots. Voilà, aujourd'hui, je suis navrée, je pleure, tu n'es pas responsable, du fait que je sois triste, mais voilà, ne t'inquiète pas, tu y es pour rien et surtout, ça va passer. Mhm. Et c'est une période normale. Ne t'inquiète pas, ça va passer. Ça va faire partie des phases difficiles qu'on va traverser ensemble. Toi aussi, d'ailleurs, tu as le droit de pleurer. Et toi aussi, tu peux te permettre ça. Et on sait que ce sont des moments délicats où la parole vraie et sincère est, soude les éléments d'une famille, Mhm. vraiment. De parler vrai, de parler authentique. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire à un enfant non plus, hein, parce que parfois quand il y a des drames, comme des suicides avec des modes opératoires qui sont compliqués, voilà, il faut quand même être prudent sur certains mots à utiliser, Mhm. mais pour autant, être dans une grande justesse par rapport à l'enfant, surtout ne pas lui mentir. Surtout ne pas lui mentir par rapport à nos ressentis, par rapport à nos vécus en tant qu'adulte. Ça ne pourra que l'inviter à être vrai lui aussi et à faire confiance à l'adulte. Parce que s'il sent que quand on commence à lui mentir en disant: «T'inquiète pas, ça va aller, maman va s'en sortir, tout va bien», non. Enfin, je veux dire, c'est d'emblée, c'est non. Il peut pas valider cette parole, l'enfant. Il va pas dire: «Maman, je te crois pas». Il va pas le dire, mais il va tellement ressentir. On va dire: «Mais là, il faut qu'elle arrête de me raconter des cracks, c'est pas jouable, quoi». Donc être vrai avec l'enfant, il y a rien de plus, à mon sens, valable pour l'aider lui, dans ce qu'il vit. Ma chère Laurence, euh, si tu avais... Alors, deux questions. Première question, est-ce que tu as, dans ton parcours d'accompagnante, de formatrice, voilà, est-ce que tu aurais vraiment, je sais pas, une expérience, une anecdote euh, qui t'aurait plus marqué? Alors, quand je dis marqué, c'est pas forcément au sens émotionnel du terme, hein. Tu vois, c'est pas... Voilà. Que vraiment, voilà, tu aurais envie de partager et qui, pour toi, ferait sens pour illustrer un petit peu bah, voilà, ton métier, ton quotidien d'accompagnant et tout ça, ou de formateur, de formatrice, hein, ça marche aussi, mais s'il y en avait une. Ah, c'est très difficile. Oh, je sais, je pose des questions dures. Je suis pas Oui, sympa. oui, c'est extrêmement difficile. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, chaque expérience est unique et enrichissante. Mhm. Donc que ce soit de l'accompagnement d'une personne endeuillée ou que ce soit une formation dans laquelle j'ai 10, 15 stagiaires, chaque expérience est unique et ô combien enrichissante. Et j'allais dire, il n'y en a pas une qui est plus ou moins en termes qualitatifs, tu vois. Euh,
pour moi, de ressenti, de vécu. Évidemment, il y a des moments, alors on dit, souvent, «Oh là là, ça doit être triste ton truc, tu fais de l'accompagnement de deuil ou de fin de vie ou de machin, oh là Si vous là». Eh bien saviez, non, c'est si vous si vous saviez. saviez à quel Mmh. point c'est d'une richesse phénoménale et rien que la rencontre d'être humain à être humain, que ce soit encore une fois en individuel ou en collectif, même des conférences, ce genre de choses, mais c'est donc j'ai du mal moi à dire, j'ai eu une expérience en particulier. J'en ai une, vraiment qui m'a marquée, mais ça va prendre du temps peut-être, je vais essayer de raccourcir. Heu, j'ai reçu avec une collègue, dans le cadre, bénévole, une dame qui venait, de perdre sa fille, de 16 ans, fauchée par un train. On ne savait pas si c'était un accident ou pas et cette femme avait aussi une autre fille plus âgée, étudiante et elle vient au groupe, enfin elle vient à l'association en disant, voilà: «J'ai besoin d'être accompagnée parce que j'ai été prise par une cellule psychologique, je suis suivie par un psychiatre mais voilà, c'est c'est pas satisfaisant Mmh. et je me sens pas terrible, j'avance pas, je suis» et cette femme donc on l'a écoutée dans tout ce qu'elle a vécu. Elle nous a partagé des moments, mais il faut s'accrocher aux branches, hein. Je peux t'assurer des fois dans certaines, circonstances, les gens vivent des choses incroyablement, difficiles. On l'a écoutée, jusqu'au bout et 1 fois, 2 fois, 3 fois et cette femme elle disait toujours: «Beh, voilà, moi j'en ai marre, en fait, j'ai l'impression d'être zombifiée, j'avance pas et avec mon psychiatre, voilà, j'ai des doses de médicaments là, je sens que j'ai besoin, moi, d'être davantage présente et surtout, j'ai besoin de pleurer ma fille. Mmh. Je ne pleure pas ma fille, j'ai l'impression d'être un zombie, je suis dans une bulle émotionnelle et je pleure pas, je suis pas je ressens rien et elle dit: «Faut que la vie reprenne le dessus» et ça m'a bouleversée cette histoire parce que cette femme voulait pleurer sa fille. Mmh. Elle n'y arrivait pas et elle disait: «En plus, il y en a une autre qui m'attend». Et j'ai un compagnon là aussi, pour qui vraiment je suis depuis le début, plus existante, je suis plus là. Donc petit à petit, elle a pris conscience de cela, elle est allée négocier avec son psychiatre pour qu'il baisse un petit peu les doses, Mmh. heu, qu'il lui administrait, enfin qu'elle prenait et finalement elle a réussi à rentrer dans ce processus de deuil de manière pleine et entière et moi j'ai trouvé ça bouleversant. Franchement ça a été pour moi un moment mais évidemment très personnel, mais bouleversant de voir à quel point cette femme, de par le fait d'être femme et qu'elle avait des enfants et que la force de vie était en elle et que la force de vie voulait reprendre le dessus et qu'elle voulait absolument revenir dans la vie et ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Mmh. On l'a juste écoutée et pour autant, j'ai senti que cette femme avait une force incroyable au fond d'elle et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mmh. Elle avait cette ressource, elle s'est remise dans la vie et elle a pu faire ce processus de deuil de manière beaucoup plus, ouvert en tout cas et complet et pour moi, ça a été bouleversant de voir à quel point la vie prend soin de nous, la vie est là et elle pousse si on l'écoute, vraiment. Merci du partage. Si tu avais un livre, un film, un docu, un truc culturel, une pièce de théâtre, n'importe quoi, que tu aimerais nous partager. Ouais, je sais, c'est des questions bidons, mais c'est la question classique pour de quasi fin du podcast. Alors de manière, j'allais dire, très basique ça va sortir du champ du deuil, mais ça fait vraiment partie de c'est un livre que je lis, que je relis, que je voilà, qui est sur ma table de chevet. Il y en a plusieurs, hein, parce que
j'ai des piles malheureusement que j'arrive pas à épuiser. Mais s'il y en a bien un qui est important pour moi, c'est, celui d'Eckhart Tolle, Mmh. Le moment présent? qui est le moment présent. Mmh. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais qui sont dans des considérations plus personnelles, plus spirituelles, bon ça, c'est déjà pas mal. Mais déjà, le moment présent, avec tout ce que ça développe d'intériorité, d'écoute de soi et du monde. Voilà. Le mot de la fin, du coup, ça serait quoi le mot de la fin? Si je devais te laisser carte blanche pour conclure, ça serait quoi? Un grand merci de m'avoir invité, un grand merci de ce partage, de ton écoute, de ta bienveillance. Merci à J'ai toi. été vraiment ravie de partager ce moment avec toi, ça a été un grand plaisir en tout cas. Bon, eh ben, plaisir extrêmement partagé. J'espère aussi que pour vous qui écoutez, vous avez passé un agréable moment et que vous continuez à voilà, apprécier ce podcast et apprécier les rencontres que vous pouvez faire à travers lui. Des gros bisous, Laurence. Voilà, plein d'amour, plein de belles énergies, plein de choses. Et puis à très vite. Prends soin de toi. Oui, merci Teddy, je t'embrasse à mon tour, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, commenter, liker, partager sur vos réseaux sociaux. Ça aide vraiment Vivant à se faire connaître. Je voulais également vous partager un grand merci du fond du cœur. Depuis le retour de Vivant au mois d'octobre, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et à écouter et découvrir les précédents épisodes. Donc ça me touche énormément, votre présence compte beaucoup pour moi, donc merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.